Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission Regards croisés en Matawini. Le métier de fileur est à l'honneur et nous recevons l'auteur Donald Allary. Bonsoir et bienvenue à Les Heures Lanaudière. Ce soir, on reçoit l'auteur Donald Allary qui possède un talent unique pour nous émouvoir à travers ses récits. C'est un auteur d'une trentaine de livres. Il nous amène à réfléchir au moment présent et aux êtres qui nous entourent. Dans son dernier recueil de nouvelles qui s'appelle « Tous ces gens que l'on croise », il nous expose la vie fascinante de gens ordinaires. En plus, on est en train de parler de notre petit raccoin d'enfance. Vous êtes de Montréal dans l'Est? Oui, je suis de Montréal, mais les nouvelles dans ce livre-là pourraient se passer un peu n'importe où. N'importe où, oui. Les lieux ne sont pas nommés en général. Exactement. Oui. J'aimerais ça qu'on parle de votre carrière avant de parler de ce livre-là. Oui. Parce que, je le disais, vous avez écrit une trentaine d'ouvrages. Oui, je suis né à Montréal, mais à cause du travail, je me suis retrouvé à Joliette, au cégep. Oui. J'ai enseigné 26 ans au cégep. Je suis parti assez tôt, ce qui m'a donné assez de temps pour écrire, pour plus écrire, oui. Et puis, j'écrivais l'été ou des fois, je prenais des congés. Puis mon premier livre, bien, c'est loin, hein, 1977. OK. Donc, ça fait 47 ans. C'est un roman qui s'appelle « La rétrospection ». Et puis, c'était pour un peu... La première fois, on veut essayer de voir si on est capable. Oui. Si on... Puis, finalement, ça s'est enchaîné. Puis là, bien, c'est devenu comme un besoin d'écrire. Puis... Tant que j'aurai des éditeurs, parce que ça, c'est important. Il y a 2 ou 3 titres qui sont plus marginaux, là. Mais en général, j'ai eu quelque chose comme 5 ou 6 éditeurs. Si on n'a pas d'éditeurs, bien là, c'est très compliqué. Ouais. Mais moi, j'ai été chanceux. J'ai Marie-Madeleine Raoul à La Pleine Lune. Puis pour la poésie, bien, c'est les Écrits des Forges à Trois-Rivières. OK. Oui. Parce que justement, vous faites de la poésie, vous faites des nouvelles. Et des romans. J'ai fait des romans, oui. 5-6 romans. Un roman pour les ados. Puis un essai aussi, un essai dans lequel je réfléchis à mon travail. J'avais fait ça aux éditions Trois-Pistoles avec Victor Lévy-Beaulieu, dont on n'entend plus parler maintenant. Là. Mais, donc, ça fait une trentaine de livres. Des fois, c'est beaucoup. Hein? Des fois, je me dis, est-ce que je ne devrais pas arrêter? C'est assez. Non, au contraire. Je ne sais pas si c'est de la persévérance ou Bien, si vous le dites, de l'acharnement. C'est un besoin, c'est que vous aimez ça. Puis il y a eu la COVID aussi. Oui, hein? c'est vrai. J'ai des amis artistes qui m'ont dit, durant la COVID, c'est confiné chez nous. Moi, je suis veuf, si on peut employer ce mot-là. Et je vis seul. J'étais dans ma maison et j'ai beaucoup écrit. Durant la COVID, j'ai accumulé des manuscrits. Et d'autres, des peintres, ont accumulé des tableaux parce qu'on voyait personne. On était comme coincés. D'ailleurs, dans ce livre-ci, vers la fin, il y a 2 petits textes qui font allusion à la COVID. OK. Un homme qui marche dans la rue, puis après ça, une femme qui s'inquiète parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Oui. Et le premier texte, justement, parle d'un homme qui vient de perdre sa femme. Un deuil. Un deuil. Oui. Au fond, on en parlait tantôt avant de commencer. Il y a comme 3 types de textes. Il y a des textes très autobiographiques. Oui. Il y en a 5-6. Des choses que j'ai vécues, au fond. Un peu le premier en partie, oui. Après ça, il y a des textes qui m'ont été comme inspirés par les gens que je rencontre, des anecdotes. Des fois, 2 personnes me parlent de la même histoire parce qu'on vit tous des choses semblables. Puis, il y en a un certain nombre, je les ai écrits, mais pour le moment, je ne sais pas pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont venues, ces nouvelles-là. T'sais. Comme la première, bien, c'est un deuil, c'est un homme qui s'en va à un concert, et c'est la première fois qu'il va seul à un concert depuis que sa conjointe est décédée. Alors, il s'assoit dans la salle, et son gros problème, c'est d'assumer toutes les émotions seul. Et rendu au milieu du concert, il se dit « je suis plus capable ». Il quitte. Avant, on se répartissait les émotions, on en parlait. Là, je sors parce que je suis plus capable. La prochaine fois, ça va aller, je vais être capable. Et là, il sort dans la rue, puis il se dit, au fond, ma femme m'a abandonné, mais pour tout ce que je dois faire seul, pas juste les concerts. C'est toute la vie au complet. Donc, c'est un texte sur le deuil. Tout le monde a vécu des deuils, marquez bien. Moi, j'en ai vécu un il y a 7 ans, mais tout le monde en vit. Exact. Mais ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, on va en parler de ce livre-là. Je le disais... C'est des personnages qui sont très communs, des gens de la vie de tous les jours qui vivent des souffrances, des deuils, des aventures de la vie de tous les jours. Oui, mais quand on rencontre des gens dans la rue, hein, ils passent à côté de nous, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu le matin.
ou la veille, ou il y a 3 jours. Oui. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire. Prendre des gens, c'est pas des héros, c'est pas des héros. Il y en a peut-être une ou deux vers la fin, un ou deux personnages qui sont un peu plus connus. Il y a une écrivaine, entre autres, qui a publié beaucoup de livres. C'est le dernier texte du recueil. Mais en général, c'est des gens... Il y a une pharmacienne, il y a un photographe, il y a un monsieur qui vient s'acheter une liseuse, puis il montre ça à tout le monde pour voir comment les gens vont réagir. Il y a des personnes âgées, des personnes âgées qui tombent amoureuses. Oui. Et qui vivent une histoire d'amour comme s'il y avait 17 ans. Ça se peut. Oui, c'est vrai. Donc, c'est les thèmes. Le couple, il y a beaucoup de textes sur les arts aussi. Par exemple, il y a une femme peintre, il y a une femme écrivaine, il y a un homme photographe. Bien, même l'homme qui est veuf, qui va écouter un concert. C'est ça, la musique. Puis il y a un homme qui est lecteur. Ça occupe une partie du recueil. Oui. Une partie, c'est les gens âgés. Un homme qui est tout seul dans sa chambre, par exemple, puis qui écoute les bruits dans la maison. Oui. Puis l'alcool. Le thème d'alcool revient. Je n'ai pas réalisé au début, mais le thème d'alcool revient dans 3 ou 4 textes. Oui. Peut-être le plus terrible, d'ailleurs, du recueil, qui s'appelle Cauchemar, où il est question d'un père alcoolique et de ce que ça fait dans une famille. Oui, c'est ça. Puis vous avez même, je trouvais que c'était quand même assez actualisé, vous avez un couple lesbienne. Oui, qui se sépare. Oui. Il y a un ou deux textes qui sont peut-être un petit peu plus cocasses. Mais eux, ils se séparent. Ça a l'air d'être une niaiserie, mais au final, peut-être pas. Ça dépend de chacun de sa perception. Ils cassent une assiette ou une tablette qui tombe. Oui. Et là, ça fait une chicane, puis il y en a une qui rit tout le temps, puis l'autre, puis finalement, ils se séparent. Fait que les gens qui les connaissaient, ils disaient, mon Dieu, ça prenait pas grand-chose pour se séparer, mais c'est arrivé. Puis c'est qu'il faut comprendre la perception ou le contexte de chacun des personnages. Oui. C'est ça qui est intéressant. Mais je vous le disais, je l'ai lu. Je pense que j'en ai lu la moitié en environ 1 heure, 1h15. Puis je lis pas très rapidement. Ça se lit bien. Ça se lit super bien. L'avantage des nouvelles aussi, c'est qu'on peut en lire 2, 3 puis le mettre de côté. Exact. Puis on perd pas le fil, là, parce que je veux juste vous le montrer là, pour les gens à la maison. En général, c'est entre 2, 6, 7 pages. 3, 4 pages, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça se lit super bien. Puis je me suis agréablement surprise à trouver ça super intéressant, malgré le fait qu'il n'y ait pas une grosse... moi, je suis pas nécessairement fan de science-fiction, là, je vous l'avoue peut-être ce soir, mais c'est pas de la science-fiction, c'est pas un thriller. Il n'y a pas une si grosse trame de fond. Quand les gens me demandent sur quoi tu écris, je leur dis le quotidien. Exact. Mon thème, moi, c'est le quotidien. Il y a un écrivain qui est décédé qui s'appelait Christian Bobin. Lui, il écrivait sur le quotidien français, puis il disait, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que le quotidien? Moi, je suis pas sûr que j'irais jusque-là. Mais si on aime l'humain... Si on le regarde, si on prend le temps de regarder, c'est ça. Si on aime l'humain, si on aime les relations humaines, je trouve que si on prend le temps de regarder, on voit bien qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. Puis je voulais parler aussi, parce que vous parliez des libraires. Ah oui, là, vous me disiez... ça, c'est en librairie, c'est distribué par les distributions d'immédiat. Par contre, on les voit pas tout le temps. Tu sais, moi, je suis pas une vedette, je suis pas Michel Tremblay, je suis pas Robert Lalonde, je sais pas. De sorte que les livres sont distribués, mais de façon, tu sais, un petit morceau par là, à part à Joliette, évidemment, où là, on en prend beaucoup. Alors, les gens, il ne faut pas avoir peur de les demander, les livres. Moi, le premier, tu sais, tu rentres dans une librairie, puis ils disent, « Ah, on en a eu, mais on n'en a plus. » Bien, faites-moi le venir, ça prend 3 jours, 4 jours. Surtout un livre québécois, là, mettez une semaine maximum. OK. Faut les demander, puis là, ça crée... tu sais, les livres peuvent circuler, bien entendu. Puis ce livre-là est en numérique aussi. Exact. Donc, pour les gens qui sont abonnés à la BANQ, là, il n'est pas encore rendu à la grande bibliothèque, mais il va l'être, donc on peut les télécharger. On peut les acheter en numérique, d'ailleurs. Oui. C'est moins cher. C'est bizarre. En numérique, c'est comme 60 quelques % du prix papier. Parce qu'évidemment, c'est du vent. Oui, c'est exact. Bien, en fait, c'est qu'on le lit versus avoir la reliure, avoir la page couverture. Sauf qu'en numérique, ça ne se prête pas. Exact. On l'achète, il est codé dans notre liseuse, mais on peut pas, à moins de prêter notre liseuse à quelqu'un, alors qu'en papier, on peut le faire circuler. Oui. Mais c'est vraiment très agréable. J'aurais aimé ça qu'on parle des prix que vous avez remportés, parce qu'en 2006, vous en avez remporté un important. Ah, c'était le prix du calque. Le prix du calque, qui existe encore, c'était un prix pour l'ensemble de ce qu'on a fait. Oui. Puis, 2011 aussi? 2011, j'ai été intronisé, ça c'est intronisé au Temple de la Renommée. J'ai dit, est-ce qu'il faut que j'arrête? Ils ont dit non. Intronisé au Temple de la Renommée des Arts de Lanaudière. Et on est 7-8, des gens comme Jean-Paul Daou, Jean-Pierre Girard, puis des musiciens aussi. Pour le moment, on est 7-8, puis à chaque 1 an ou 2 ans, il en ajoute 1 ou 2.
ou nous deux. Mais c'est vraiment très intéressant que ça a été vous. Puis moi, pour moi, vous êtes une super belle découverte, Monsieur Allary. Merci beaucoup. Si on veut en apprendre plus sur vous, bien, on peut aller directement sur le site des maisons d'édition pour lesquelles vous avez Oui, écrit. ou aller à mon nom sur Internet. Hein, il y a des pages Wikipédia, on dit tout ce que j'ai fait. Voilà. Puis quand on va sur Internet, bien là, il y a plein d'articles, de photos qu'on n'a pas mis là, qui sont arrivés. Merci d'être venu à Lézard-la-Naudière. Ça m'a fait plaisir. Ça fut très agréable. L'exposition Évasion, qui aborde le terme de la santé mentale, se tient actuellement à la Bibliothèque Rivière-des-Prairies jusqu'au 14 avril 2024. Elle est présentée par Géraldine Desmornes, alias Dino Heure, que nous avons d'ailleurs reçue à l'émission le 1er février dernier. Le métier de fileur exige une grande patience et une créativité débordante. Stéphanie Gravel et Marcelo Martins, deux artistes passionnés, ont choisi d'exercer cet artisanat avec engouement. Dans leur dernière exposition, ils nous emportent au cœur de la beauté de la Naudière. Notre collaboratrice Stéphanie Léveillé-Denis a été à leur rencontre. Nous sommes à la Maison Belle-Île. Jusqu'au 1er mai se tiendra l'exposition Faufiler la Naudière qui représente les œuvres de Marcelo Martin et de Stéphanie Gravel qui sont fileurs avec une touche tout à fait lanaudoise. Marcelo et Stéphanie, votre collaboration sur ce projet-là, vous êtes plus que collaborateurs, vous êtes coproducteurs. Donc, votre rencontre, ça s'est déroulé comment? C'est une rencontre de passion, j'imagine. Là. Oui, moi, j'ai commencé à m'intéresser au filage il y a quelques années. Avec la pandémie, c'était pas toujours évident d'apprendre à filer en personne, prendre des cours. J'ai découvert les capsules de Marcelo qui faisait en ligne, les petits ateliers en direct et tout ça. Et puis, au fil des temps, bien, j'ai pris un petit cours. On reste après le cours, après les ateliers, on jase un petit peu et voilà, on est devenus des amis. Donc, la Naudière est super bien représentée dans l'exposition, mais ça va plus loin que ça. La laine vient d'ici et puis tous les procédés aussi. Parlez-nous un petit peu de c'était quoi le concept derrière ça? Chacune des pièces, elle est connectée entre elles. Elle raconte des histoires individuelles également. Et notre but ici, c'est de faire réveiller dans chacune des communautés l'appartenance de ces villages. Parce que moi, je suis quelqu'un j'appartiens à la Naudière, j'ai ce sentiment d'appartenance pour la Naudière. Mais chacune de ces pièces, chacun des villages que j'ai voulu représenter, les 12 villages représentés, j'ai un sentiment d'appartenance pour eux et que j'ai voulu représenter dans ces pièces-là. Ici, dans l'exposition, on travaille faufiler les naudières. Donc, les naudières, la laine vient de notre région. Cette laine-là vient de la ferme de M. Gladu à l'île Saint-Ignace de Loyola. C'est une ferme avec laquelle on travaille depuis plus que 6 ans. Et j'ai une petite anecdote parce qu'avant, M. Gladu venait me livrer la laine et disait « Monsieur Martin, pourquoi vous, monsieur fort, beau de même, vous faites des métiers des femmes? » Puis j'ai dit « C'est pas un métier des femmes, M. Gladu. Regarde, je suis fort de même, ça me passionne, je fais ça depuis toujours, depuis mon enfance. » Puis il y a 2 hivers à peu près, il est venu me livrer la laine. Je ne fais plus ma blague plate. « Ah non, M. Gladu, pourquoi? » Parce que je vous écoutais à la télé communautaire et j'ai compris l'importance de votre travail. Et je sais que ma laine, je vous apporte de la laine sale et vous transformez ça en bijoux. Wow! Combien d'heures environ pour les items qui sont ici présentement dans la pièce d'investissement de temps, de passion, de travail ça a pris pour arriver à ce produit final? Bien, cette œuvre-là, elle naît en 2009. Quand j'arrivais au Québec en 2008, je visitais l'île Moulin en 2009 pour la première fois. Et j'ai comparé le petit quartier ici avec une ville historique du Brésil qui s'appelle Ouro Preto. C'est une grosse ville historique qui est patrimoine historique de l'UNESCO.
qui est figé dans le XVIIe siècle. Ça m'a fait une comparaison et un brin de nostalgie de petits immigrants qui venaient d'arriver. Et c'est là que j'ai dit, je vais faire une pièce de ce petit quartier parce qu'il me rappelle cette ville du Brésil. Et à partir de là, l'idée de faire une pièce en tricot m'est venue à la tête. Et c'est seulement après cette année que la pièce est finie. Quand j'ai commencé à travailler avec Stéphanie, on a fait un projet ensemble de faire des carrés de doudou. Donc, comme on allait travailler ensemble, et ça serait une des pièces principales du projet collectif, je voulais faire avec elle un doudou en carré. Après ça, on vient l'étude historique pour faire de la région, quelle maison qu'on allait reproduire. On fait le design de chaque maison dans les papiers pour comment qu'on va faire les motifs, l'étude des couleurs, donc quelles couleurs qu'on va mettre. Puis après ça, on commence à tricoter carré par carré. C'est des heures et des heures de tricot. Des heures et des heures de tricot. Et donc, juste en tricot, minimum 75 heures à peu près. Et après ça, que tous les carrés sont faits, il fallait les assembler. L'assemblage, ça a pris une bonne 10 heures de plus. Puis ensuite, le tricot de la bordure. Et le tricot de la bordure pour la fermer, fixer. Donc, 100 heures avec les études à l'arrière de la recherche, puis tout. Il va y avoir des ateliers pour reproduire la doudou ici qu'on organise avec la Sodecte. Donc, c'est dans les dernières semaines du mois de mars et du mois d'avril, on a des activités qui vont se réaliser ici avec moi et Stéphanie. Et sur notre site web, on va parcourir quelques festivals ici dans la région. Et donc, c'est juste de rester à connecter avec nous et ça va nous faire plaisir de rencontrer la communauté parce que pour nous, ça fait du bien de rencontrer du monde et c'est plus important pour nous aussi. Aujourd'hui, je voudrais aborder la lecture particulièrement pour nos adolescents. Parfois, arrive à l'adolescence un moment où, à l'école secondaire, ils ont des lectures imposées. Donc, quand on arrive à « veux-tu aller à la bibliothèque? Veux-tu un nouveau livre? » Il y a comme une résistance qui s'installe chez nos adolescents, puis on est en train de les perdre un peu comme lecteurs. Alors aujourd'hui, moi, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous donner des conseils. Comment raccrocher votre adolescent à la lecture et en faire des lecteurs pour la vie? Donc, cette semaine, je ne veux pas nécessairement vous présenter 3 livres, bien que j'en ai un sous la main qui est intéressant. Je veux plutôt vous parler de comment faire pour aller chercher des coups de cœur pour vos enfants. Alors, bien, je vous présente quand même un coup de cœur ici de la maison d'édition 2, le titre du livre « Sudi ». En fait, ce livre-là m'a captée parce que la 4e de couverture, il y avait un petit entrefilet de Pierre Foglian, un ancien chroniqueur de la presse, où c'était écrit « Je vous ai toujours présenté Sudi comme le livre qui ferait de vos ados des lecteurs pour la vie. » Alors moi, quand j'ai lu ce petit bout-là, je me suis dit « faut que je me procure ce livre-là ». Je l'ai lu et effectivement, c'est un très bon livre. C'est l'histoire d'une jeune fille d'environ 10 ans qui a une amitié avec un homme bon, un homme nommé Simpson, qui est victime de racisme dans un patelin américain où les villageois ont de la difficulté à accepter. Donc, on est face à des enjeux de racisme, tout ça. Vraiment une belle histoire, un beau conseil ici pour nos adolescents. Mais comment faire pour aller chercher d'autres livres? Bien, la première recommandation que je vous donnerais, c'est Sophie Lee. C'est un site où Sophie nous présente sous forme de cartes de métro plein de lectures appropriées pour nos enfants.
Exemple, sur la ligne orange pour les adolescents qui adorent les lectures fantastiques. Elle va donner plein de recommandations. Je vous invite à aller voir son site, c'est vraiment très, très complet. Ma deuxième recommandation, pour aller découvrir des coups de cœur qui pourraient intéresser nos adolescents, c'est de vous renseigner sur les prix, les romans, les essais, les bandes dessinées qui ont gagné des prix, le prix des libraires, le prix des bibliothèques. Souvent, c'est un bon indicateur qu'on est face à des excellents livres. Et le dernier site que je veux vous présenter, c'est Babelio. Ce que j'aime de ce site-là, c'est que quand on a aimé un livre, on écrit le titre du livre, exemple, Sudi, et il y a un endroit où on nous dit « Si vous avez aimé ce livre, vous pourriez aimer ». Et là, nous avons plusieurs recommandations. Donc, ça aide à avoir des coups de cœur pour nos adolescents. Savais-tu que les cartes Pokémon, bien, ça permet aux enfants de pratiquer leur lecture, parce qu'ils doivent lire, et leur mathématiques, parce que l'attaque, c'est un chiffre, et on doit toujours soustraire du nombre de vie, de points de vie de ton Pokémon. Et donc, c'est toujours une soustraction qu'on va faire, ou des additions. OK. Voilà. Mais donc, tu es en train de me dire que c'est pas seulement que des cartes à collectionner. Non, c'est un jeu. Hein? Donc, puis si vous voulez apprendre à jouer, l'application existe sur le web et tout ça. Très beau jeu. C'est le fun à collectionner. C'est aussi le fun à jouer. En français, en anglais. Puis dernièrement, Disney a sorti ses jeux. Ben oui. Et c'est tout dans l'univers de Disney. Les cartes sont super belles. Il y en a aussi en français, en anglais. Et même principe que les cartes Pokémon, Même principe, donc les personnages s'affrontent. On pratique notre lecture. Puis ça, c'est vraiment important pour les tout-petits de 6 ans, 7 ans, qui triplent là-dessus. On pratique la lecture. Hey, c'est super. Pour les immigrants, changer de pays, apprendre une nouvelle langue et s'adapter à la culture d'accueil représente un défi considérable. Cependant, être accueilli par une personne bienveillante facilite grandement leur intégration. L'exposition Regards croisés en Matawini présente à travers des photos et des balados l'importance du jumelage interculturel. TVRM a couvert le vernissage de cette exposition. L'exposition Regards croisés en Matawini, c'est un projet issu de la table immigration de la Matawini. On voulait mettre en valeur des personnes immigrantes qui vivent déjà ici. Et on s'interrogeait sur les relations qu'elles avaient avec des personnes qui avaient joué un rôle significatif dans leur intégration. Alors, on a eu l'idée d'embaucher un photographe, un concepteur sonore qui a enregistré leur voix. Donc, on a à la fois des photos et un petit balado, où on voit 14 personnes migrantes en train de parler de leur relation avec ces personnes qui les ont accueillies. L'exposition va circuler dans les 15 municipalités de la MRC sur à peu près un an. On trouvait ça important que l'exposition soit présentée physiquement dans des locaux communautaires ou dans des bibliothèques. On a des municipalités où il y a une petite population, moins de 2000 habitants. Donc, on trouvait ça important que les enfants des écoles primaires ou que les citoyens soient en contact avec ces magnifiques photos de ces citoyens là, qui ont accepté généreusement, volontairement de participer au projet. Ça a vraiment été une belle expérience, une belle collaboration aussi avec Culture Lanaudière. Bien, dans Regards croisés à Matawini, j'ai agi comme photographe portraitiste. De capter un moment, un instant. T'sais, on s'était donné un bon 15-20 minutes par groupe de 2 personnes. J'ai pris des tonnes de photos, peut-être 75 photos par diade, pour en arriver à un moment qui des fois, ben, ça dépend en fait des relations qu'il y avait. Des fois, il y en a qui avaient des relations d'affaires, donc ils ont un autre type de posture, un autre type de regard. Il y en a qui c'est des gens beaucoup plus proches, là, qui finissaient par se tenir ou rire ensemble. En ayant toujours la contrainte, par exemple, que les gens regardent la caméra. C'est Regards croisés le titre, donc on voulait que ça croise aussi le regard du public. Je suis moi-même issue de l'immigration. Donc, moi-même, j'ai un parcours atypique.
J'ai fait mon primaire à Montréal. Mes parents, un jour, ont décidé, on s'en va en région. Pourquoi? J'ai aucune idée. Mais ils ont dit c'était la possibilité de s'acheter une maison en région. Puis ils ont fait, bon, ben on achète une maison à Rawdon. Et je suis arrivée, la seule petite fille foncée au mounou-sourcil en 6e année dans une école de village. Et j'ai commencé à faire ma place là. Puis j'ai fait tout mon secondaire aussi après à Rawdon. Mon ange gardien, c'est Lucie qui est avec moi dans la présentation. Et Lucie, ça a été un lien particulier qui s'est créé, excusez-moi, parce que au secondaire, ici à Rawdon, c'était ma prof de musique. Donc j'ai connu la musique avec elle. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que pour moi, Lucie, c'était une image d'une femme autonome, indépendante, qui a une carrière. Je pense que même moi-même, je regarde des photos puis j'oublie l'aspect photo. J'oublie l'éclairage qui est là, le cadrage qui est là. Ce qui est important, c'est l'histoire qui est en arrière. C'est d'ailleurs ça qui m'a emballé, ce projet-là. C'était le contenu de ces photos-là, plus que l'esthétique. Notre objectif, c'est vraiment de bâtir une communauté accueillante et inclusive en Matawinie, où il y a de plus en plus de travailleurs immigrants qui arrivent avec leur famille. On veut sensibiliser la population au fait qu'il y a déjà des personnes immigrantes qui vivent ici et qu'elles sont bien intégrées ici. C'est pas juste le fait de dire aux gens qui viennent d'ici, qui sont natifs d'ici, de dire « ben oui, regarde, tu peux t'allier avec quelqu'un qui vient d'ailleurs », puis c'est autant les deux. Je pense que c'est pas juste de dire qu'un apporte à l'autre, mais que l'autre aussi. Les deux s'apportent, en fait. Les deux s'apportent. C'est tellement beau. Pour moi, l'image que ça donne, c'est une immigration réussie. Hein, l'expression qu'on avait dans le temps, c'est on est tricoté, serré, puis Boucard Diouf, il avait modifié ça en disant un peu, nous autres, au Québec, on est métissés, serrés. C'est pas juste pour que l'autre, ah oui, il est là. Non, on va se parler, on va échanger, puis on va sortir grandi l'un puis l'autre de ça. Le compositeur, multi-instrumentiste et réalisateur Pierre-Alexandre Saint-Yves a reçu le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec pour l'artiste de l'année dans la Naudière. Il lui a été remis lors du dernier gala des Grands Prix des Jardins. C'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine, comme on est là à chaque semaine, pour tout savoir ce qui se passe sur la scène culturelle régionale. D'ici là, je vous rappelle une fois de plus que notre site Internet, le tvrm.ca, vous permet de voir ou de revoir nos émissions. Et tenez-vous informés grâce à notre infolettre, à laquelle vous pouvez vous abonner. Bonne semaine!